Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir les amis des VV, on est ravis de vous retrouver. Les vraies voix de 17h à 19h chaque jour avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, même si j'ai une petite inquiétude. De quoi je m'attends à subir des remarques fielleuses de Françoise de Gois, puisque avant-hier, j'avais dit que le PSG ferait 1-1 ou 2-2 contre le Milan AC, qu'ils ont gagné 3-0 et qu'elle va donc dire que je suis nul en pronostic, que je n'y connais rien au football. Je fais mea culpa parce qu'on avait dit la même chose tous les deux. Mais il faut surtout que je décide une bonne fois pour toutes d'arrêter de suivre vos pronostics en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes une des propos fielleux, merci. Non, mais honnêtement, là, je vous absous mon fils. Et il a progressé, il n'y a pas de problème d'arbitrage. Ouais, non, hier il y a eu zéro problème d'arbitrage. Attends, Philippe Bilger, Philippe, ne le lancez pas, je vous en supplie, s'il vous plaît. Vous pouvez me reparler de Banouki? Non, excusez-moi, il y a des mots interdits dans cette émission en présence de Philippe David. Soyez gentils. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue 0826 300 300, ce numéro de téléphone, bien entendu, pour participer à cette émission, pour nous donner votre opinion et débattre avec nos vraies voix qu'on vous présentera dans quelques instants. Au sommaire de cette émission, donc le grand débat du jour à 17h30, le footballeur de l'OGC Nice, Youssef Attal, suspendu pour 7 matchs après avoir partagé une vidéo antisémite sur Instagram. On pouvait y voir un prédicateur islamiste en appeler à un jour noir pour les juifs. Le joueur algérien est sanctionné par la Ligue de football professionnelle, mais aussi par son club qui ne fera pas appel. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Est-ce que les grands joueurs, est-ce que les sportifs professionnels ont une influence sur la jeunesse? Pourquoi la religion s'immisce-t-elle dans le sport? Est-ce que les salles de sport sont devenues des espaces de radicalisation, tout comme les clubs? Comment empêcher le séparatisme dans les clubs de sport? Est-ce que pour vous, notre jeunesse est en danger avec l'émission d'islamisme dans le sport? Et vous dites oui à 86%. Et on en parlera avec notre expert du jour, Patrick Caram, qui sera avec nous, vice-président de la jeunesse et au sport de la région Île-de-France et co-auteur du livre noir du sport chez Plomb. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix aux alentours de 18h30, l'un des mises en examen pour le meurtre de Patrice Lanis lors des fêtes de Bayonne traîne un lourd passé judiciaire. Cet homme de 27 ans a été condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises de Paris en 2021 pour viol en réunion, vol aggravé et escroquerie après un peu plus de 3 ans derrière les barreaux. Il est sorti de prison en janvier dernier sous le régime de la libération conditionnelle après une période de semi-liberté. Est-ce que pour vous, les aménagements de peine sont responsables d'une partie des récidives des personnes condamnées? Pourquoi le système judiciaire français accorde-t-il tant de permissions conditionnelles et de sorties anticipées? La justice française est-elle trop laxiste? Et c'est la question qu'on vous pose. Faut-il supprimer les remises de peine? Et vous dites oui à 85%. Et on en parlera avec notre expert du jour, Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble avec nos vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Philippe. C'est un mélange de Philippe et de flic, alors qu'il est procureur. Philippe Bilger. Mais j'aime beaucoup la police. Président de l'Institut de la Parole, vous avez l'air en forme, mais on est content de vous accueillir encore ce soir. Françoise de Gois, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a quelques instants, éditorialiste radio. Piètre pronostiqueuse. Oui, non, je gagne, j'avais pu parier l'Argentine, je sais que ça vous reste en travers de la gorge, mais bien avant qu'elle gagne. Philippe Bilger, je suis très content que vous soyez là, parce que j'attends avec grand intérêt, je le dis à nos auditeurs, c'est pas faire injure à notre expert, j'attends avec grand intérêt votre analyse sur Bayonne. Ouais. Et je dois dire que pour le coup, je me calerai sur vous en toute confiance. Sur qui, monsieur? Sur Bayonne, sur les remises de peine. Les remises de peine. Voilà. Et je me calerai sur vous. On avait compris Mayol, c'est pour ça. Mayol, rugby, RCT. Vous mettrez un peu de progressisme dans mon propos, j'en suis sûr. Elle va pas pour autant vous concéder du temps de parole. Et voilà, celui que vous venez d'entendre, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. On est ravis de vous accueillir. Tout va bien, vous êtes en forme? C'est un jeudi au top. C'est pas mal. Ouais. Je comprends pas pourquoi il a hissé le drapeau noir sur la marmite. Pourquoi vous êtes en chemise noire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mis une chemise unie, comme ça. Noire? C'est ce que. Parce qu'il s'est habillé dans le noir, donc c'est ça. Comme tous les jours d'ailleurs. ce qui montre parfois à l'antenne. Je sens qu'elle veut me pistonner pour le prochain rôle de Quasimodo. Non mais ce qui montre parfois à l'antenne des divergences d'opinion sur les vêtements de Philippe David. Allez, 0826 300 300. Le répondeur du jour, c'est Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Oui, bonjour, Jean-Paul à Draguignan. Eh bien, écoutez, concernant la visite de Macron, je voudrais dire que Macron a fait du Macron. Macron cherche un équilibre qu'il n'est même pas capable d'apporter dans son pays et il veut l'apporter à l'étranger.
Voilà, comme toujours, il est en représentation. Il se pense être quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a des solutions à tout, et il n'a jamais de solution à rien. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel se trouve notre pays, les divisions de notre pays, les fracturations même de notre pays, au bord de la guerre civile, au bord du chaos, parce que quoi qu'il en dise, notre pays lui-même est au bord du chaos, et Macron est en représentation. Voilà, merci. C'est ce qu'on appelle le parlons vrai, Philippe Bilger. Notre auditeur, de mon point de vue, est trop sévère à l'égard du président de la République. Dieu sait qu'on peut lui reprocher des choses, mais là, à partir de ce voyage qu'il a fait dans les conditions difficiles qu'on connaît, et le critiquer comme ça, je crois que c'est excessif. François, écoutez, je suis pas tendre avec Macron, mais je pense que ça ne vaut pas du tout cette colère. Le voyage, Emmanuel Macron, il a coché toutes les cases qu'il faut pour un président français, et en plus, il est le seul dirigeant occidental à avoir rencontré le général Al-Sisi. Donc moi je le combats tout le temps, mais pas là-dessus. Sébastien Ménard. Là, il est très bon. Il est dans son rôle. Et je dirais que la position qu'il choisit, qui est une position d'équilibre, qui est effectivement pas simple à tenir, et puis c'est toujours ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est-à-dire de faire entendre à son interlocuteur ce que l'interlocuteur a envie d'entendre. Mais là, en de telles circonstances, il peut difficilement faire autrement. C'est la position de la France depuis 50 ans, donc bon, voilà, c'est moche de lui faire des reproches là-dessus. Allez, on retourne au standard 0826 300 300 avec Didier, qui est notre vraie voix du jour de Paris. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va Didier? Bonsoir. Excusez-moi, j'ai un peu de grippe en ce moment, mais bon. Écoutez, on a dû dormir ensemble, je vous le dis tout de suite. Avec François Degois. Donc c'est vous Didier, merci beaucoup. Oui, on a dormi tous ensemble d'ailleurs. C'était bien ce week-end de camping qu'on a fait dans les Vosges. La phrase de Philippe Bilger, ça donne envie de l'attraper. Je ne sais pas de quoi vous parliez Philippe, mais je le prends pour moi. Vous êtes bien dans les vraies voix, pas dans 7 sur 7. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Philippe Bilger? Je te trouve de plus en plus canaillou, toi. On a deux femmes ici. Non, mais je vous trouve canaillou. Je trouve qu'il y a une dégradation canaillesque chez vous. Je suis canaillou en verbe uniquement. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est trop mignon. Je n'ai pas la capacité libertine de notre ami Philippe David. Allez Didier, on vous écoute, on écoute votre coup de gueule, on n'aura pas le temps de commenter, mais allez-y. C'est vrai que les sujets de coup de gueule ne manquent pas, mais moi je voudrais en retenir un, c'est ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, et notamment le vote du PLFSS, c'est-à-dire la loi de finances de la sécurité sociale 2024, qui a été voté on sait comment, avec un 49-3, sans débat, sans aucune... alors qu'on connaît les besoins de ce pays, on connaît les attentes d'un grand nombre d'organisations. Enfin, on va pas nous reparler dans 3 mois d'un scandale dans un EHPAD ou d'une situation dans un EHPAD inadmissible et autres, et avoir pris ce genre de décision pour l'année de 24. C'est vrai sur les EHPAD, c'est vrai sur toute une série de services sociaux, c'est vrai sur la situation de pas mal de conseils départementaux, et je pense que le contexte, la situation et les difficultés et les attentes du terrain méritaient autre chose qu'un 49-3. En tout cas, merci beaucoup Didier. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, et avec vous, Philippe Bilger, le réquisitoire du procureur. On parle de quoi? L'ignorance judiciaire n'est pas une avancée. C'est un très bon sujet. Dis donc, c'est le bac, vous avez besoin, c'est le bac philo, les gars. Allez, Plancher, il relève les copies. Enfin, bienvenue, vous connaissez. Il relève les copies. Vous connaissez ce numéro 0826 300 300 avec Aude, souriante et bienveillante, qui vous attend au standard. Elle nous fait coucou. Et bien entendu, vous, toutes jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, et vous nous demandez ce qu'il y a au menu ce soir. Au menu, on n'a que des tronches aujourd'hui. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et Sébastien Ménard, entrepreneur de la food tech. Et vous, aurez 0826 300 300 bien sûr, puisque cette émission est faite par vous et pour vous, et on a besoin d'avoir votre opinion et si possible de pouvoir débattre avec vous. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on ce soir? On va parler de cette incursion de chars israéliens à Gaza, de cette fusillade qui fait 22 morts dans le Maine aux États-Unis, et puis la réponse aussi d'Elisabeth Borne aux émeutes de juin dernier. Elle vient d'annoncer une enveloppe de 100 millions d'euros devant les maires concernés. C'est dans un instant. En attendant, le très attendu réquisitoire du procureur. Les
vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre l'inculture judiciaire et je ne me sens absolument pas visé. Vous avez totalement raison parce qu'elle qu'elle est assez générale. Et pour rester sérieux, j'entends un peu partout, sur CNews ou ailleurs, dans les journaux, je crois que la culture judiciaire devrait relever de la culture générale. Je ne dis pas la culture juridique, Cécile. Je parle de la culture judiciaire. Et après avoir dit cela, je suis frappé par le nombre de gens qui considèrent qu'ils peuvent se permettre de décrier la justice en ne connaissant rien. Par exemple, en n'entendant que des avocats, en s'informant auprès de médias qui ont une vision biaisée de la justice, ou bien en ayant étrangement ce double populisme contradictoire, celui du peuple qui a toutes les excuses pour ne pas connaître le détail des processus judiciaires qui sont durs à connaître, mais il y a un populisme beaucoup plus dangereux, celui de l'élite. En matière judiciaire, j'y mettrais Éric Zemmour et Alain Finkielkraut, par exemple. Ils déblatèrent sur la justice sans la connaître. Éric Zemmour en est resté à Oswald Baudot en 1968. Depuis, elle a changé. Donc, j'en ai un peu assez d'être à peu près le seul à défendre la grandeur abstraite de la justice, au moins en reconnaissant des dysfonctionnements, mais au moins que ceux qui ne savent rien acceptent de se taire pendant quelques secondes, le temps d'apprendre ce dont ils parlent. Je suis absolument d'accord avec Philippe Bilger. Je pense, comme je l'ai toujours dit, la justice, c'est ce qui fait les démocraties. C'est le droit est une matière vivante qui évolue. C'est ce qui fait notre dignité, le fait que nous ne sommes pas des barbares. Et j'écoute toujours Philippe Bilger, mais depuis des années. C'est pas simplement depuis qu'on travaille ensemble. J'ai toujours aimé ce côté à la fois pédagogue et je suis d'accord avec lui. Moi, je la ramène rarement sur la justice parce que c'est une matière extrêmement. Et si vous touchez à la justice, si vous tapez sur la justice, de toute façon, vous tapez sur la République et à terme vous tapez sur la démocratie. Oswald Baudot, c'est la fameuse directive où un juge disait en gros qu'il fallait être beaucoup plus cool avec les opprimés de la terre, en fait. Mais ça a complètement changé. C'est-à-dire que toute la fantasmagorie des juges rouges, etc., elle part de là. Mais ça a changé. Sébastien Ménard. Mais n'y a-t-il pas besoin, Philippe, d'expliquer ce qu'est la justice aux Françaises et aux Français? Parce que c'est effectivement un concept très abstrait. Ça devient moins abstrait quand on y est confronté, comme accusé ou comme victime. Voilà, je ne sais pas s'il y a un ouvrage qui s'appelle La justice pour les nuls, mais en tout cas, il existe. Il existe, malheureusement. Vous ne pourriez pas faire un dictionnaire à mots de la justice, par exemple? Mais il y en a un. Mais là où je vous rejoins, on n'a pas le temps. Très rapidement alors. Non, je voulais dire à Sébastien, il a totalement raison. Malheureusement, la chancellerie a dépensé de l'argent pour des campagnes sophistiquées qui n'ont aucun intérêt, alors qu'il y a des règles très simples à enseigner aux citoyens. Allez, tout de suite 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont incursion, fusillade et émeute. Incursion israélienne dans Gaza pour y préparer une offensive terrestre. Gaza où la situation humanitaire s'empire. Côté français, le bilan des attaques du Hamas du 7 octobre monte à 35 morts désormais et 9 disparus. Chasse à l'homme aux États-Unis dans le Maine. Après cette nouvelle fusillade, le tireur a abattu au moins 18 personnes. Et puis la réponse de la Première ministre aux émeutes du mois de juin. Elisabeth Borne s'exprime en ce moment même devant les maires des communes touchées. Elle met sur la table une enveloppe de 100 millions d'euros. Les vraies voix Sud Radio. Des chars israéliens sont entrés dans Gaza la nuit dernière pour y préparer une offensive terrestre. Incursion pour préparer le champ de bataille selon l'armée israélienne. Pendant ce temps, les frappes aériennes se poursuivent sur l'enclave palestinienne. À Han Younes, les Palestiniens fouillent les décombres des bâtiments comme Marwan et Souad. Je suis toujours à la recherche de ma femme, de mes enfants, de mes frères et sœurs. On aurait dit un séisme. 4 frappes ont eu lieu dans la région. Allah me suffit. Il est le meilleur garant. J'étais chez mon frère. Tout à coup, j'ai entendu de fortes explosions de bombes et des fenêtres volées en éclats. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ma mère et de mes frères et sœurs.
Des propos recueillis par Belal Sabar pour l'agence France Presse. Le navire hôpital français Le Tonnerre s'approche de Gaza pour l'aide médicale. La France, où le bilan des attaques du Hamas du 7 octobre vient d'être réévalué à la hausse. 35 Français sont morts et 9 portés disparus selon ce nouveau bilan communiqué cet après-midi par le ministère français des Affaires étrangères. Un mot, Françoise de Gois. Bon, mais c'est la tragédie humaine, la désolation à la surface, et dans quelques jours, ça va être la désolation sous terre. C'est-à-dire que l'armée israélienne et les 400 000 conscrits, les réservistes, vont rentrer dans les tunnels, et on sait que ça va être un carnage. Ça va être un carnage, on le sait déjà, ça va être un carnage à nouveau encore de civils palestiniens, ça va être un carnage de militaires israéliens. Moi, il y a très longtemps, j'ai visité ces tunnels, je pense qu'ils se sont beaucoup améliorés depuis, c'est un enfer. Il faut beaucoup de courage pour rentrer là-dedans, mais je pense que rien n'arrêtera Israël, en fait, en vérité. Sébastien Ménard. Malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, l'horreur appelle l'horreur, et je pense, comme Françoise, que on n'est pas encore au bout, malheureusement, de notre... Le pire arrive, en fait. De nos douleurs. Le pire n'est jamais décevant, mais là, le pire arrive, oui. Oui, et puis vous allez voir la recrudescence des actes antisémites. On est déjà à 130%, vous allez voir. Deuxième mot, le mot fusillade. Félix Mathieu, au moins 18 morts aux États-Unis dans le Maine. Le tireur a ouvert le feu dans une salle de bowling, puis un bar-restaurant de Lewiston hier soir, cette nuit, heure française. Au moins 18 morts. Les autorités ont confiné les 36 000 habitants de la ville, car l'auteur, âgé d'une quarantaine d'années, n'a pas encore été arrêté. Une véritable traque s'est engagée, explique Michael Soschuk, commissaire à la sécurité publique de cet État du Maine. La police est actuellement à la recherche d'un certain Robert Ercard. Il est considéré comme armé et dangereux. Nous avons littéralement des centaines de policiers qui travaillent dans tout l'État du Maine pour enquêter sur cette affaire. Les États-Unis comptent plus d'armes que d'habitants. Près d'un foyer sur deux en possède au moins une. Rien que depuis le début de l'année, dans le pays, plus de 15 000 personnes sont mortes dans des fusillades selon une association opposée là-bas au lobby des armes à feu. Il serait passionnant de savoir ce qui se passe dans la tête de ce tueur, tout à coup, pour qu'il commette cet innommable acte. Mais en même temps, je vais finir par penser tout de même que la facilité de se procurer des armes fait qu'on se dit il faut s'en servir. Je suis d'accord avec vous, et ça a été tout le discours d'Obama. Vous vous souvenez, ce célèbre discours où il a les larmes aux yeux, sincère ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est un discours très fort. Aucun président n'a pu tous les présidents se sont heurtés à la puissance association à la NRA. Et évidemment, je suis d'accord avec vous. Je pense que si on peut pas se procurer d'armes, on pète un peu moins facilement les plombs. Voilà. C'est le lobby, c'est le lobby des marchands de misère et des vendeurs de mort. Enfin, c'est clairement ça. Et malheureusement, aux États-Unis, ça fait politiquement la pluie et le beau temps. Vous ne pouvez pas être élu président de la République des États-Unis si vous n'avez pas ce lobby dans la poche. C'est ça qui est complètement dingue, en fait. Ça fait la pluie et le beau temps aux États-Unis depuis plus de 50 ans. Ouais. Surtout qu'ils votent bien, républicains en général. Troisième mot, la réponse d'Elisabeth Borne aux émeutes urbaines. Oui, la première ministre présente en ce moment même des mesures en réponse aux émeutes urbaine de juin dernier. Elle parle devant de nombreux ministres, des maires réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, des mesures présentées selon Matignon pour garantir la sécurité de nos concitoyens, mieux soutenir les familles, renforcer, dit-elle, la cohésion nationale. La première ministre réunit donc ces maires de communes touchées à la Sorbonne. Une enveloppe de 100 millions d'euros vient d'être annoncée. Elle pourra être mobilisée, dit Elisabeth Borne, pour accompagner les reconstructions. C'est ce que vient d'annoncer la chef du gouvernement. Est-ce que c'est assez, Philippe Bilger? On se souvient que certains maires voulaient faire payer les familles. On n'a plus de nouvelles, ça. Oui. Alors, bien sûr, il n'est pas indifférent de rajouter de l'argent, mais moi, je continue à croire que dans ces secteurs où la société est sinistrée, d'une certaine manière, avec ce qui existe déjà, on pourrait redonner un élan. Ça pourrait aller mieux. Je parle de beaucoup de secteurs, de nos services publics. On se console en disant on va mettre de l'argent, mais c'est pas le défaut d'argent qui crée le problème. Sébastien Ménard. Enfin, on va quand même parler un peu d'argent, parce que 100 millions d'euros, quand on voit les dégâts et la nature des dégâts, quand on voit des écoles qui ont été brûlées, des commissariats cramés, des mairies éventrées, etc., avec 100 millions d'euros, certes, c'est une somme, c'est un effort qu'il faut souligner, mais on ne va pas nécessairement aller loin, et notamment réparer toutes les blessures urbaines qu'on a pu constater. Ce qui est important, outre les commissariats, c'est qui va toucher en premier. Est-ce que c'est les gens dont les voitures ont brûlé? Exactement. C'est ça aussi. On en parlera. Pardonnez-moi, un point technique, c'est pas les assurances qui prennent ça, normalement, ce sont les assurances. Ça dépend de votre assurance. Oui, c'est ça. Ça dépend. Il y a des mairies qui peuvent
peuvent pas. Hein. Voilà, en tout cas, vous restez avec nous. On va revenir sur ce joueur de foot qui est pour l'instant est mis à l'écart pour apologie du terrorisme pendant 7 matchs. On va en parler avec notre expert du jour, Patrick Caram, qui est avec nous, vice-président de la jeunesse et au sport de la région de l'Île-de-France. Il sera avec nous dans quelques instants avec son livre co-auteur du livre Livre Noir chez Plon. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, énormément d'appels au standard, au 0826 300 300 pour commenter l'actualité avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech. Et donc on vous attend bien entendu pour commenter cette actualité. Tout de suite, c'est le grand débat du jour justement. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On ne reverra pas Youssef Attal sur un terrain avant 2024. À quel niveau on se trouve dans l'islamisme de ce joueur ? Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, de la simple bêtise, et l'enquête le dira ? C'est un footeux, donc c'est compliqué de plus le voir sur un terrain, etc. Le joueur de football est quelqu'un qui a une notoriété certaine, qui a plus de 3 millions de personnes qui le suivent sur ce post Instagram. C'est insupportable, ce n'est pas acceptable d'appeler à la mort des Juifs. Je crois qu'on ne peut pas laisser passer ça. Et donc le footballeur de l'OGC Nice, Youssef Attal, suspendu pour 7 matchs après avoir partagé une vidéo antisémite sur Instagram. On pouvait y voir un prédicateur islamiste en appeler à un jour noir pour les Juifs. Le joueur algérien est sanctionné par la Ligue de football professionnel, mais aussi de son club qui n'a pas fait appel de cette décision. Oui, les grands sportifs ont-ils une emprise sur nos jeunes ? Ont-ils une influence sur eux ? Pourquoi la religion s'immisce-t-elle autant dans le sport en ce moment ? Les salles de sport sont-elles devenues des espaces de recrutement pour les islamistes radicalisés ? Comment empêcher le séparatisme dans les clubs de sport ? Vous avez vécu du séparatisme dans un club de sport ? Vous l'avez vu ? Venez témoigner au 0826 300 300. Islamisme dans le sport, notre jeunesse est-elle en danger ? Et vous dites oui à 88%. Et notre invité pour en parler, Patrick Caram, qui est avec nous, vice-président à la jeunesse et au sport de la région Île-de-France, co-auteur de ce livre noir du sport chez Plon. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, cher Patrick Caram, Philippe Bilger, forcément cette décision et cette situation qui est, je crois, une première aujourd'hui. Alors, il y a 2 choses, Cécile, de mon point de vue en tout cas. D'abord, même si je discute cette manie des footballeurs et d'autres sportifs de donner leur point de vue sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, je ne vois pas non plus au nom de quoi je leur interdirais de prospérer dans une sorte d'individualisation d'aujourd'hui où chacun se croit autorisé à donner son avis sur n'importe quel sujet, et donc les footballeurs vont dans ce sens-là. Deuxième élément, et là j'espère, Patrick Caram dira ce qu'il en pense, je suis tout le temps écartelé au sujet des footballeurs, et je le suis pour Attal, entre le constat d'une bêtise et en même temps le caractère scandaleux du propos. J'aurais tendance à trouver que la sanction est très dure, trop dure, parce qu'il m'a toujours semblé que si on admet qu'il y a plus de bêtises que de malfaisance dans le propos d'Attal, c'est donner une forme de noblesse à la bêtise que de la sanctionner trop durement. Françoise Degois. Moi, je pense que la sanction n'est pas trop dure, et c'est en ça que c'est très important de mettre des finesses et des nuances entre Karim Benzema, qui est accusé sans aucune preuve d'être proche des frères musulmans, à qui on demande la déchéance de nationalité parce qu'il a osé faire un tweet sur les enfants de Gaza sans jamais parler du Hamas, et Youssef Attal. Vous comprenez bien que c'est bien qu'on mélange pas tout. Autant j'ai défendu Benzema parce qu'on ne peut pas pratiquer le procès d'intention au sens propre du terme, et en plus ça, il a le droit de dire ce qu'il dit, même si on regrette qu'il ne dise pas un mot sur Israël. Autant Youssef Attal, c'est très grave. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il est jeune, qu'il est dans un environnement qu'il comprend pas bien. Non, il sait très bien ce qu'il retweet, un type qui dit des horreurs sur les Juifs. Donc, mais ça n'a aucune importance. Alors même moi, alors là, qu'il s'excuse ou pas, il a 3 millions de followers, il a une influence. Nice, il y a un problème en plus de ça avec Nice dans les 2 sens d'ailleurs. Donc non, ça me va très bien. Je pense qu'il faut sanctionner durement. Ils ont une influence incroyable, les footballeurs. Incroyable. D'ailleurs, le procès qu'on a fait à Benzema, je comprends pas pourquoi on l'a pas fait, par exemple, à Nabil Fekir, qui a tweeté aussi. Oui. Ou bien, non, Mohamed Salah, c'était un peu plus soft
soft, un peu mieux fait. Mais sérieusement, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Sébastien Ménard. Alors là, pour le coup, je trouve Françoise sévère et excessive, et je vais plutôt me ranger derrière Philippe, parce qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de bêtises derrière tout ça, et que si on veut justement travailler pour quelque part tenter d'adresser naïvement un peu un espèce de monde meilleur, je pense qu'il faut décortiquer. Il faut décortiquer ce fait-là, expliquer, réexpliquer encore. Je pense qu'il y a nécessairement besoin d'énormément de pédagogie, de bienveillance, et effectivement faire la différence entre il y a des gens qui sont de vrais criminels intellectuels, clairement, de celles et ceux qui sont intellectuellement nuls. Est-ce que l'opinion est capable d'entendre ce que vous dites? Non, mais c'est même pas un problème. Moi, j'ai pas de problème de sévérité. On me dit toujours que je suis laxiste. Je suis désolé. Mais là, non. Là, vous êtes très sévère. Mais je suis super sévère. C'est pas un abruti, Youssef Attal. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il retweet. Donc ça veut dire que ça correspond à ce qu'il pense. Écoutez, sérieusement, on ne sait pas s'il est bête ou pas bête. On le sait pas. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il est footballeur. Vous auriez dit ça d'un jeune étudiant. Donc non, on peut considérer qu'à 19 ans, il est mature. Il retweet un type qui dit des horreurs sur les juifs. C'est tout. Avec nous, il a de la chance même de ne pas être condamné. Pardon. Avec nous, Patrick Caram, vice-président à la jeunesse et au sport de la région Île-de-France, co-auteur du livre noir du sport. Patrick Caram, un footballeur de haut niveau suspendu pour apologie du terrorisme, c'est une première? Alors pour moi c'est une première, je ne l'avais jamais vu auparavant, et dans cette affaire-là, en fait il s'est pas contenté de soutenir les Palestiniens, ça c'était son droit. Oui. Il aurait pu dire moi je soutiens les Palestiniens et je pleure les morts. C'est pas ce qu'il a fait. Il retweet un prédicateur islamiste, un des plus enragés, un Palestinien qui ne cesse d'appeler à la mort des Juifs. Il retweet donc ce prédicateur sur des propos qui appellent clairement, lorsqu'on dit jour noir, on appelle à éradiquer les Juifs. Bien sûr, donc là-dessus, il n'a pas il n'y a pas d'excuse à trouver. Oui, il n'y a pas de nuance en fait, c'est clair. Il n'y a pas de nuance dans son propos. Et j'ajoute que les footballeurs, comme les sportifs de haut niveau dans leur ensemble, ils ont un devoir d'exemplarité. Il faut qu'on se mette ça une fois dans la tête, qu'ils ont un devoir d'exemplarité et qu'on arrête de leur trouver des excuses parce qu'ils sont suivis par des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de jeunes qui les prennent en référence. Et donc on doit être absolument impitoyable. Il faut que ce qui lui arrive, c'est-à-dire cette suspension. Alors pour l'instant, il y a une procédure judiciaire. On verra s'il est coupable et on verra ce que dira le tribunal, mais en tout cas pour l'instant, la mesure qui est prise, c'est une mesure qui doit servir de pédagogie pour d'autres qui seraient tentés de tenir les mêmes discours. Une question, Patrick Caram, nos auditeurs nous disent, comme Ludovic nous dit, le sport est censé être un vecteur d'intégration et d'inclusion. On n'est pas tout à fait dans ce sujet sur certains clubs de sport, on est d'accord? Alors, le sport est un vecteur d'éducation et d'inclusion. Il faut être très clair. Dans son immense majorité, le sport est un vecteur d'inclusion et d'éducation. Notre livre avec Magali Lacrosse prouve bien que c'est le cas, mais il y a des dérives. Et le sujet, c'est de sanctionner de manière ferme, sans trembler, ces dérives-là. Mais je faisais la différence entre le sport en général et certains clubs de sport. Mais il y a, alors pas seulement les clubs de sport, il y a la question de certains clubs communautarisés, certains clubs où vous avez des gens qui ne respectent pas la laïcité et les valeurs de la République, c'est un deuxième cas de figure. Et un troisième cas de figure, certains clubs où vous avez des personnes radicalisées qui figurent sur le fichier FSPRT, c'est-à-dire le fichier des signalements des personnes radicalisées à visée terroriste. Ces personnes-là et ces clubs-là doivent être impitoyablement recherchés et puis il faut absolument les sanctionner. Or, nous avons aujourd'hui un problème, c'est que nous avons à peu près 1 millier, c'est ce qui a été révélé au colloque avec Valérie Pécresse, j'ai organisé à la région Île-de-France. C'est Gluclad qui nous avait donné ces chiffres-là. C'est à peu près 1 millier de personnes radicalisées dans des clubs de sport. Et aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont. Nous avons mis en place une formation et des signalements, mais le problème c'est que c'est comme pêcher sortir à coup de cuillère, vider la mer. Il faut absolument que l'État partage ces informations avec les clubs. Patrick Caram, si je ne m'abuse, mon père était vice-président d'un club amateur de bon niveau. Pour les éducateurs sportifs, il devait avoir un casier vierge pour les affaires d'agression sexuelle sur mineurs, etc. Oui. Et on ne demande rien sur le fichage pour de radicalisation. Vous pouvez me confirmer ça ?
Alors, c'est totalement paradoxal. Quand vous êtes c'est pour ça que ça me paraît paradoxal. C'est pour ça que je vous le demande. Animateur sportif professionnel et maintenant même amateur, ça a été mis en place il y a 2 ou 3 ans. Vous avez, le club a l'obligation, la Ligue, la Fédé a l'obligation de tester votre honorabilité. Donc, qu'est-ce qu'on teste? Sur le logiciel, je vais être un peu technique, Gamtam, on regarde tout votre pédigré. Est-ce que vous avez fait ceci ou cela dans le champ de la violence ou de la violence sexuelle? Il y a ensuite le casier judiciaire, le B2 qui est examiné. Qui est examiné. On demande au centre, je crois que c'est à Rennes, de renseigner le B2. Et puis vous avez le CADINT, c'est le cadre interdit. C'est-à-dire que vous avez une liste noire des éducateurs qui ne peuvent être pris nulle part en France. Nous avons ça donc sur ceux qui commettent des actes de violence sexuelle et qui ont été condamnés ou qui sont suspendus, même suspendus. Rien de tel pour la radicalisation. Rien de tel pour la radicalisation. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont suivies par nos services de renseignement et nous n'avons pas d'outils pour informer les clubs de ne pas les embaucher, de ne pas les prendre et ne pas les mettre en situation avec des mineurs. Sébastien Ménard veut réagir et après on part au 0826 300 300. Sébastien Ménard. Moi je pense que la sanction, encore une fois, je confirme ce que j'ai dit, je pense que la sanction elle est nécessaire mais elle est excessive. Aujourd'hui ce dont on a besoin c'est de déconstruire le discours qui est l'histoire qu'on peut raconter, les fables qu'on peut raconter dans les banlieues qui font finalement de l'autre, le juif, le sionisme, etc., le mal absolu. Alors qu'en fait on a vécu, moi qui ai une 40aine d'années, on a vécu dans des banlieues très compliquées tous ensemble, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit hindouiste, qu'on soit agnostique, on était tous ensemble et il n'y avait pas de problème. Le problème c'est qu'aujourd'hui on a besoin de déconstruire ce discours de haine et je ne suis pas certain que c'est par des sanctions. Oui, il faut une sanction, évidemment, mais dire que parce que la sanction va être exemplaire, etc., ça va nécessairement calmer tous les autres, je suis intimement convaincu du contraire. Allez. Moi, je voudrais dire, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas si Patrick Caram est d'accord avec moi, c'est que la sanction, c'est un signal pour celui qui commet l'acte, mais je pense que c'est un signal très fort, et moi c'est ce que je crois, pour les influenceurs. Évidemment, ces gens-là ne sont pas tout seuls comme ça, c'est pas une génération spontanée. Non, mais ça suffit pas. Je finis. Je pense que tous les gens, tous les influenceurs, c'est-à-dire les influenceurs islamistes de cette jeunesse-là, je pense qu'il faut des sanctions lourdes, non seulement pour la jeunesse, pour les gens qui commettent, mais ça envoie un signal très sévère aux influenceurs. Peut-être qu'ils penseront différemment, mais ils ne relayeront pas. Patrick Caram, juste après, on part au standard. Juste un mot. Premièrement, la sanction, là, a valeur pédagogique. Il s'agit donc de dire ça, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais dans cette affaire-là, ça n'est pas encore une sanction. C'est simplement une mesure suspensive. Une mesure suspensive qui est prise dans l'objectif de pacifier le débat et parce qu'il y a eu une grande émotion et de faire en sorte que l'enquête ait le temps de se poursuivre. Une enquête administrative que l'État peut mettre en place, une enquête disciplinaire que la Fédé peut diligenter et puis une enquête judiciaire. Vous avez 3 volets possibles. Eh bien, ces 3 volets-là, il faut que ça puisse se tenir. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore sur la sanction. On est sur une mesure suspensive. Allez. Et c'est pas une sanction. Juridiquement, ça n'est pas une sanction. 0826 300 300 et Didier est au standard. Il veut réagir. Rebonsoir Didier. Rebonsoir Didier. Oui, bonsoir. Écoutez, moi je suis tout à fait sur la position de Françoise et l'intervenant, le président, vice-président Patrick Caram. Absolument. Les propos sont graves, les propos sont invraisemblables. Il y a quand même des mots qui sont pas acceptables de la part de gens qui ont un minimum d'influence et autres. Ce que je voudrais rajouter également, c'est ce qui a été fait sur l'école, et notamment sur les principes de laïcité. Je pense que toute action qui prend en compte le parcours éducatif d'un jeune, le parcours d'intégration d'un jeune, doit avoir une action conduite, une sensibilisation, une formation, enfin en tout cas il y a des principes de laïcité, et notamment dans un pays comme le nôtre, qui doivent être rappelés, alors évidemment avant la majorité, pas après, en l'occurrence le joueur en question est majeur, et j'espère vacciné, mais sur les tranches d'âge avant, sur les travaux que font les clubs et autres, je pense que la position du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sur un certain nombre de points à cette rentrée,
sur le secteur du sport, et notamment des clubs et des jeunes, peut-être que ce genre de propos de la ministre de la Jeunesse et des Sports serait le bienvenu et serait en tout cas nécessaire. Je pense qu'on a besoin d'avoir sur ces et surtout dans le contexte actuel, la situation il ne faut pas agir quand c'est trop tard. Et je crois que là, il y a besoin de rappeler un certain nombre de principes forts, et notamment, on sait bien le rôle du sport chez les jeunes. Je pense qu'il faut aussi utiliser alors peut-être pas avec les mêmes méthodes et la même manière et la même approche qu'à l'école, mais je pense que c'est indispensable. Oui, allez. Philippe Bilger. Restez avec nous, Didier. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ah oui. Philippe Bilger. Patrick Caram s'y fuit, non pas réservé, bien sûr, mais comme Sébastien, je trouvais que la sanction, et j'ai bien compris la nature de ce que vous avez évoqué, est un peu sévère. Ça vient du fait que, malheureusement, mon pessimisme foncier, notamment en matière de sport, va me conduire à penser que l'avenir ne augmentera ce type de propos et ce type de comportement scandaleux. Et je ne voudrais pas que dès le premier, on dépasse la mesure pour être le lendemain confronté à une forme d'impuissance. Il est fondamental de respecter une hiérarchie des attitudes, me semble-t-il. Alors, si vous permettez, c'est l'ancien magistrat qui parle et j'apprécie votre mesure, Philippe Bilger, mais je veux juste vous dire une chose, c'est que si vous n'agissez pas de manière très forte et tout de suite, vous laissez le phénomène sans sanction avec un sentiment d'impunité qui se répand. Ça ne veut pas dire que ça ne se poursuivra pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres sujets, mais il faut qu'à chaque fois, ceux qui commettent de tels actes s'interrogent, est-ce que ça en vaut la peine ? Parce qu'ils vont penser ce qu'ils veulent. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont dire ce qu'ils pensent ? C'est tout le sujet. Et puis moi, je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes confrontés en Île-de-France à une offensive d'un certain nombre de clubs, 69 clubs, qui veulent imposer le voile sur les terrains en compétition contre les règlements de la Fédération française de basket. Donc, avec Valérie Pécresse, nous avons reçu tous les cadres de la Fédé et nous avons décidé de les aider. Et aujourd'hui, devant l'action de la région, nous avons dit, plus €1 pour ces clubs et nous avons appelé les maires, nous avons appelé les présidents des conseils départementaux. Aujourd'hui, vous avez 50 clubs qui ont fait marche arrière. Reste donc pour l'Île-de-France 15 clubs. Ça veut dire qu'en fait, nous avons cassé une offensive qui aurait pu avoir des conséquences graves. D'autant plus grave que celui qui montait cette offensive, c'est un élu de Noisy-le-Sec, qui est président de son club, mais qui avait été mis en garde à vue en juillet parce qu'il avait appelé à intensifier les émeutes. Vous voyez donc bien qu'il y a parfois des moments où il faut être intransigeant et ne pas montrer que la démocratie, c'est le règne du foutoir et du permissif. Merci beaucoup Patrick Caram d'avoir été avec nous, un vice-président à la jeunesse et au sport de la région Île-de-France et co-auteur du livre noir du sport chez Plon. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix, on fait une petite pause et on joue. On joue à être. Là, il y a des tricheurs. Hein. On joue à être mauvais joueur. Allez, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous accueillons généreusement et avec gratitude nos vraies voix du jour. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est très solennel ce que je viens de faire. Par la grâce, absolument par la grâce, en parlant de Philippe David, absolument. L'annonce faite à François. Par la grâce, CE ou 2 SE ? Est-ce que vous savez quoi, vous choisissez Cécile, je ne voudrais pas vous enfoncer. Les amis de l'Assemblée prestigieuse, est-ce que vous avez vu le réflexe de Ménard ? Oui. Qui se professionnalise. Il vient de mettre un casque pour pouvoir jouer. C'est vrai. Non, mais pas d'habitude. Il vient de mettre un casque pour entendre je ne sais pas quoi. Il nous a dit je vais les exploser et donc je veux bien l'entendre. En fait, parce qu'il se dit peut-être que notre réalisateur va lui balancer les infos. La même chose. Merci à toi d'ailleurs. Il est intarissable. Allez, Philippe Bilger est avec nous. Tu sais très bien. Françoise Degois est avec nous et c'est Sébastien Ménard. Mais oui, allez, si tu veux. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on joue avec quelqu'un de talentueux qui est notre vraie voix du jour, Didier. Didier, je vous rappelle les règles. Je n'ai pas pris mon casque, c'est pas grave. Non, vous inquiétez pas. De toute façon, je fous des grands coups sur la tête à Ménard. Pas besoin de casque, vous avez du talent. Didier, c'est vous qui répondez d'abord aux questions et si vous n'avez pas la bonne réponse,
ce sont les vraies voix qui s'y collent. Allez, la première question est du c'est qui l'a dit. Mélenchon est obsédé par lui-même, c'est is no good, il veut être le calife à la place du calife. Ce n'est pas un politique. Alors je vous aide, c'est un philosophe. Bah, c'est Finkielkraut. Non. Non, vous appelez Didier. Non, mais vous appelez Didier ou pas? Alors Michel Onfray, peut-être. Bonne réponse de Didier. Excellent, c'est Michel. Didier. C'est Didier. Joseph. Mais surtout pas ce Michel Onfray. Non, il n'est pas excellent. Ah, il a été très bon. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a tweeté? Qui c'est qui l'a dit? Il l'a dit et il a tweeté. Je ne crois pas aux deux gauches irréconciliables, encore moins au sein de LFI. Didier. Je donne ma langue au chat. Alexis Corbière. Non, c'est Ruffin. Bonne réponse de Philippe Bilger. Philippe Bilger. Oh là là. François Ruffin. Philippe Bilger is back. Oui. Moi, sorti de Ruffin et de Retailleau, je connais rien. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu marqué un point. C'est Ça fait remarquable. au moins 3 semaines. J'en ai marqué un hier, figurez-vous. Attention, on y va. On est en galère, François. Je vais finir Fanny, moi. Laissez tomber. c'est pas Didier, possible. écoutez bien cette question. Question qui c'est qui l'a dit? Macron propose une coalition internationale contre le Hamas. C'est une formidable bourde diplomatique. Oh. Didier. C'était sur la radio. C'est une réaction d'un politique? Oui, absolument. Quand ça n'est pas un politique, on vous le dit. C'est Mélenchon? Non. Bardella? Non. Non, j'ai pas entendu ce matin. Mais moi, j'ai pas entendu. C'est Retailleau. Bonne réponse de Sébastien Ménard. C'est Retailleau. Oui. C'est dingue. Là, j'ai l'impression que Philippe Bilger, c'est Stéphanie de Monaco. C'est moi qui vais finir Fanny aujourd'hui. Donnez-moi une petite question. Allez, qui c'est qui l'a dit? Persuadé que vous allez l'avoir. Sur la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, Macron a une parole forte et utile. Ah, je sais. Attention, et Didier, c'est pour vous. Didier, c'est à vous. Oui. Il est vert. Yannick Jadot. Vous appelez Didier? Non, mais c'est un point en moins, moins un. Et non, et Didier, vous avez donné votre langue au chat quand même. Non, Mais il l'a pas dit. pas du tout. Donc vous mettez le point à Didier. Je mets le point à Didier, voilà. Françoise, Il faut être équitable. Il n'y a pas de raison. Françoise de Gois, 0. Tiens, juste. Attends, on va faire un jingle. Françoise de Gois, 0. Amusez-vous à faire ça, vous allez très voir beau ma jingle. vengeance. Très beau jingle qu'on va garder, qu'on va rediffuser. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Didier. Le Hamas est un danger pour toute la religion. La région. Pour toute la région, pardon. Oui, pardon. Didier. Oui, je donne ma langue au chat. Il est parti en voyage. Bonne réponse de Françoise de Gois, qui pour une fois... Je suis à 2, normalement, c'est moi qui gagne. Puisqu'on m'a grugé avec un point. C'est -1 plus 1, Didier ne m'a même pas soutenu en disant qu'il n'avait pas trouvé. Bon. Qui c'est qui? Chacun pour soi. Qui c'est qui l'a dit sur la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine? Le contexte de la menace terroriste est permanent depuis plusieurs années. Nous sommes un grand pays, nous n'avons pas de crainte. Il a été un politique, mais il ne l'est plus. Allez, Didier. Sarkozy? Non. Lyonnaise. Bonne réponse de Françoise C'est le Devois. préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Qui c'est qui l'a dit? Pour 3 plateformes, dont X, j'ai engagé des enquêtes formelles sur les méthodes de modération. Le juge peut éventuellement les interdire momentanément si ça ne va pas. C'est un politique sans en être un puisqu'il n'est pas élu. Non. Je sais. Et il est Didier. beaucoup dans l'actu ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Didier Langauchat? C'est un commissaire européen? Oui, on vous écoute, Didier. Breton? Bonne réponse de Didier. Je l'avais. On était 2 à l'avoir. Moi, je suis à fond pour Didier. moi aussi, Je suis à fond parce qu'il est excellent. Allez. Qui c'est qui l'a dit? On est à combien? Qui c'est qui l'a dit? 3 pour Didier, 2 pour vous, 1 Allez, pour on y va, Philippe, on 1 pour se Sébastien. 27 Qui c'est qui l'a dit sur la guerre des prix entre industriels et distributeurs? Je ne suis pas là pour dire il y a des gentils et des méchants, mais qu'ils jouent le jeu et transforment l'essai. C'est facile. Alors je donne ma langue au chat. Bruno Le Maire. Non. Alors Pannier-Runacher. Non. Pas Leclerc. Elle est ministre. Elle est ministre. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Olivia Grégoire. Et qui sont les gagnants bits? Alors, avec le point, Didier 3, François Sébastien 2 et Philippe Bilger 1. Normalement, j'aurais été à égalité. Allez, Didier, vous restez avec nous. Les amis, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu avec nos vraies voix. Et avec Philippe Bilger, on parle de quoi?
Mélenchon se durcit, peut-être parce qu'il considère que la droite se durcit. Françoise de Gois. Le piège international pour le Rassemblement national, Zemmour et Mélenchon. Et avec vous, Sébastien Ménard. Les gens et la morosité, la tristesse des gens dans le métro. Et on en parle dans un instant. 0826 300 300, un petit point avec le journal et on parlera rugby avec Lucien Gasparac dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix ce soir sont dames rigolotes. Voilà, oui, parce que il faut quand même noter que Philippe David a parfois de l'esprit. Traiter Philippe Bilger de hooligan, quand même, il faut quand même. Vous regardez ça pour le bêtisier. Mais c'est pas une injure, c'est un qualificatif. C'est pas une injure, c'est un qualificatif. Je les vois bien. Mais je l'ai pas pris. Est-ce que vous le voyez, vous imaginez Philippe Bilger hooligan d'un seul coup? J'ai une image qui me vient. Moi je le vois bien, avec les pattes de bière. Oui. Philippe Bilger. Vous ne m'avez pas connu dans mes jeunes années. La repentance. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois est avec nous, Sébastien Ménard aussi, entrepreneur dans la food tech, est avec nous. Et vous, bien entendu, 0826 300 300. On est très heureux de vous accueillir chaque jour jusqu'à 19h. Et tout de suite, le Top Click avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Bonsoir Félix Mathieu. Le gouvernement annonce en ce moment même ses principales mesures en réponse aux émeutes urbaines de juin dernier. L'ordre, vous vous souvenez, c'est ce qu'avait lancé Emmanuel Macron à l'époque, d'où le message de fermeté envoyé tout à l'heure par la Première ministre. Nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu en la portant à 750 €. Ensuite, nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. La Première ministre propose aussi pour les communes qui le souhaitent de permettre aux polices municipales d'accomplir désormais certains actes de police judiciaire. Autre annonce, création de la force d'action républicaine dont Emmanuel Macron avait parlé durant sa campagne présidentielle. Des renforts de policiers, de magistrats ou de personnels sociaux, là où il y a des besoins urgents. Je vous annonce que le premier déploiement de cette force d'action républicaine se fera d'ici la fin de l'année dans les communes de Besançon, Valence et Maubeuge. Elisabeth Borne indique aussi que les parents des mineurs qui ont causé des dégradations devront payer les dommages. Par ailleurs, elle débloque une enveloppe de 100 millions d'euros pour la réparation des bâtiments touchés. Et en tête des top tendances ce soir, on retrouve le PSG et l'AC Milan. Félix. Oui, au lendemain de la victoire 3-0 des Parisiens face aux Milanais, victoire amplement mérité, écrit le sénateur Rachid Temal, sénateur d'Île-de-France, donc très objectif sur le sujet. D'ailleurs, dans les top tendances ce soir, on trouve aussi Allez Paris, le hashtag d'hier soir qui visiblement a fonctionné. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur une incohérence que je trouve insupportable, au point que je me demande si la loi est la même sur tout le territoire ou si elle change selon où l'on est. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé qu'il allait interdire la manifestation pro-palestinienne de samedi. Première jurisprudence. Cap à l'Est, à Nancy, mais il s'est passé la même chose à Perpignan ou encore à Angoulême, où une manifestation pour la même cause avait été interdite par la préfecture avant d'être autorisée par le tribunal administratif, seconde jurisprudence, où une autorité contredit une autre autorité. Maintenant, cap sur Toulouse, la manifestation interdite par le préfet a également été interdite par le tribunal administratif, troisième jurisprudence, où une autorité confirme la décision d'une autorité. Enfin, direction le Pays Basque, puisqu'à Bayonne, la manifestation qui avait été interdite par la préfecture a quand même eu lieu. Quatrième jurisprudence où l'État n'est même pas capable de faire respecter ses décisions. Est-ce que quelqu'un peut me démontrer que le droit s'applique de la même façon partout en France, Philippe Bilger? Quand je prends ces 4 exemples, je ne comprends rien. On comprend. Je croirais entendre quelqu'un que j'entends assez régulièrement sur une chaîne de télévision, une sorte de populisme qui paraît juste, mais c'est la justice. Les situations sont particulières et on peut trouver que ce labyrinthe judiciaire ou administratif... géographique notamment est choquant. Moi, je ne trouve pas, tant qu'il n'y a pas d'incohérence et d'aberration derrière tout cela. C'est vraiment la justice, c'est-à-dire que vous avez des contre-pouvoirs aux décisions de l'État. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez ce que vous êtes en train de décrire. Même quand une manifestation est interdite, qu'elle a lieu. S'il vous plaît, Philippe, c'est autre chose. C'est pas du tout le sens. C'est pas du tout le sens de votre papier. Mais laissez-moi terminer. C'est-à-dire que c'est ça l'absolue démocratie, c'est qu'un État peut être
contre-attaqué par un pouvoir qui contrebalance, parce que on considère que la décision est inique. Ça s'appelle la démocratie, mon petit pote. C'est pas ce que dit. On n'a pas le temps. 2 secondes, mais on n'a pas le temps. Oui. Donc je peux pas. Non, on n'a pas le temps. Merci. Vous m'auriez Là, soutenu. c'est quand vous levez les yeux au ciel, vous voyez que ceux qui me soutiennent sont 1 minute 20 censurés. de retard. La censure. Dans un instant, le tour de table de l'actu. Vite, Philippe Bilger. Mélenchon durcit sa position. Françoise Degois. Le piège international pour Le Pen et Mélenchon. Sébastien Ménard. Les gens qui font la tête. Voilà, et on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment ça va, les amis? Bien. Ouais, tant mieux. Nous aussi, ça va bien. Philippe Bilger est avec nous, donc ça va bien. Françoise Degois est avec nous, donc ça va bien. Ça va moins bien Ménard. déjà pour Philippe David. Oui, parce que j'avais un soutien qui s'appelait Sébastien Ménard, qui n'a pas pu me soutenir et qui m'a dit qu'il me soutenait au moins moralement. Bien sûr, c'est ce qu'on dit comme ça, mais fourbe comme il est, ça m'étonnait. Mais le soutien, Philippe David, ça se mérite. La fourberie, c'est l'alliance des fourbes. Vraiment, franchement. On y va, les amis, on est prêts? Oui. Allez, tout de suite, le tour de la table de l'actu. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Pinot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table de l'actualité. J'en profite pour féliciter les jingles de Benoît. Qui sont excellents. J'adore. Voilà, notre réalisateur. Philippe Bilger voulait parler du durcissement des positions de Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai entendu dire, et notamment dans des discussions que j'ai pu avoir avec Françoise, que certaines des positions de Jean-Luc Mélenchon pouvaient s'expliquer par une sorte de syndrome trotskiste, une fidélité à ce qu'il a toujours été. Et récemment, j'ai lu une analyse, je ne veux surtout pas la reprendre à mon compte dans la mesure où elle est pertinente, je ne voudrais pas laisser croire que je l'ai inventée, et cette analyse laissait entendre que Jean-Luc Mélenchon étant tellement persuadé que dans le futur, la droite dure allait l'emporter, eh bien, qu'il lui-même s'adaptait à cela en durcissant profondément ses positions de gauche et d'extrême gauche. Ça s'expliquerait donc par une sorte d'anticipation par rapport à ce qu'il craint, et donc, au fur et à mesure que la droite dure aurait des chances, lui-même durcirait ses positions de gauche et d'extrême gauche. Je ne sais pas ce qu'en pensent Sébastien et Françoise, mais ça ne me paraît pas idiot. Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'il est absolument persuadé que je pense qu'il est plutôt dans une logique que je bétonne mon premier tour, je refais le coup du vote utile en 2027 et face à Le Pen je gagne. Sauf que ce qu'il a pas compris, c'est que tout ce qu'il pense avoir gagné depuis le 7 octobre, il l'a perdu avec la gauche traditionnelle. Et la gauche traditionnelle, c'est pas simplement celle de Cazeneuve ou de Delga. La gauche traditionnelle, c'est moi. Il y a des gens chez les Verts, etc. Donc tout cet électorat-là qui pèse 5 ou 6 ou 7 points dans son score de la présidentielle, il va refluer. Et de toute façon, il l'a pas réalisé. Et ça, c'est une grande engueulade que j'ai avec les camarades insoumis, c'est qu'il n'a pas réalisé que est en train de se substituer au tout sauf Le Pen, le tout sauf Mélenchon depuis le 7 octobre. Et ça, cette illusion-là et cette incapacité pour un type aussi intelligent et tellement fort politiquement d'analyser correctement la situation, je pense que c'est la chose qui est la plus désolante à mes yeux. Sébastien Ménard. Alors j'aurais pas dit mieux, je vais le dire autrement, parce qu'il faut bien que je dise quelque chose après Françoise Degois, même si c'est compliqué, Françoise. Mais pourquoi? J'ai rien dit. Vous avez dit quelque chose de particulièrement juste, c'est-à-dire que je pense qui n'est pas fréquent. Évidemment, parce non, que ça lui arrive justement. Oh, Philippe, n'abusez pas non plus. Elle dit beaucoup de bêtises. Il y a de la mauvaise foi. C'est vraiment des hypocrites. C'est à ça qu'on la reconnaît d'ailleurs. Ce que je voudrais dire. Je pense qu'ils sont jaloux de vous, François. Oui, absolument pas. Absolument pas. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes jaloux de Françoise et moi. Les vraies voix, c'est quand même bonne humeur et mauvaise foi. Donc on va aller au bout. Non, ce que je voudrais dire, c'est que le choix de Jean-Luc Mélenchon, que je connais évidemment moins bien que Françoise Degois, c'est malheureusement un choix comptable, commercial et clientéliste qui va se retourner contre lui. Parce que à vouloir quelque part draguer des électorats qui n'en sont pas vraiment, parce que quand on regarde toutes les études d'opinion, quand on va draguer la gauche de la gauche ou l'extrême gauche dans les banlieues, etc., ça vote pas ou ça vote mal. Et il sait, en tout cas, on le voit bien avec, je dirais, la gauche
gouvernement, la gauche qu'on aime, cette gauche-là aujourd'hui est en train de se détourner, je pense, bien durablement sûr. De Jean-Luc Mélenchon. Elle est en train de chercher profondément et rapidement son candidat de substitution. Moi, j'ai jamais vu, si vous voulez, je la connais dans les entrailles, cette gauche, j'ai jamais vu une telle unanimité, dite et non dite, militante, de cadres dirigeants ou pas, et d'électeurs, de dire vite, qui est-ce qui se réveille? Est-ce que Ruffin se réveille? Est-ce que Laurent Berger se réveille? Vite, il faut substituer vraiment quelque chose à Jean-Luc Mélenchon. En même temps, Françoise, il y a eu récemment une enquête d'opinion qui a rendu LFI extrêmement contente, puisqu'il se retrouvait à 16-17%. Écoutez, moi, alors qu'on était en train de faire du bashing. Je vous explique juste une chose. Être content, ça a été tweeté hier soir. D'abord, je trouve ça, c'est le summum de l'indécence. Ça veut dire que on tweet, c'est-à-dire on pleure entre deux pleurs sur les Palestiniens, charger les États-Unis, chargé, etc. Et, comment dirais-je, tout de suite mettre des enquêtes, mais elle est atroce pour LFI, en fait, cette enquête. Je veux bien qu'on transforme le vrai en feu et qu'on soit orwellien. La vérité, c'est la mensonge, etc. Elle est atroce. Moi, je serais député LFI, je ne l'aurais même pas tweeté. Jean-Luc Mélenchon, il perd 5 points par rapport au premier tour. Cette enquête, elle teste des gens qui n'y seront même pas en 2027. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. Elle n'a aucun sens. Et en plus de ça, il est disqualifié dès le premier tour. Dès le premier tour, il est disqualifié. Il passe même pas le second tour. Je sais pourquoi il tweet en disant regardez, c'est nous les hommes forts et vous allez tous venir c'est nous. Mais cette chose-là, elle a été faite en 2017, elle a été faite paroxystiquement en 2022. Moi, je suis très content d'avoir voté Mélenchon pour cette raison-là. Bravo. Elle ne se reproduira jamais en 2027. Je vous parie $100 000. Sébastien Ménard. Oui, là, je suis de votre avis. Sur ce moral des Français. S'il vous plaît. Non. Pardon, le moral en berne des Français. S'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. C'est pas mal. Édouard Balladur, c'était pas mal. Bonne imitation. Non, moi, justement, je commence cette petite sortie par un rire, parce que je trouve que les gens, finalement, ne sourient pas assez. J'ai pris le métro pour venir vous voir, et je regarde les gens, et en fait, les gens font la tronche, pour pas dire plus. Oui. On sent une espèce de morosité, une espèce de fatigue individuelle et collective, et je pense qu'à contrario, dans le monde dans lequel on vit, où évidemment on annonce que de mauvaises nouvelles, hein. Enfin, malheureusement, même dans les vraies voix, on essaye nous de détendre l'atmosphère, mais la plupart des sujets qu'on traite sont des sujets graves, tristes, où on essaye quelque part d'expliquer l'horreur quand on peut le faire, mais je pense qu'il revient à tout à chacun d'essayer de sourire à l'autre, de montrer que la vie ce n'est pas que ça, c'est pas que les faits divers, hein, sur les chaînes info, et c'est souvent des faits divers qui sont graves, qui sont lourds, mais c'est aussi un regard, un sourire, un peu de bienveillance, et puis un peu de gratitude avec l'air qu'on respire et avec la planète qu'on foule. Voilà. Et je pense que le monde irait peut-être un petit peu mieux. Et je pense que ça pourrait peut-être même aider quelque part celles et ceux qui sont responsables du grand ordonnancement de nos pays, de nos continents, etc., à voir le monde aussi d'une autre manière. Voilà. Alors, je vous rejoins, Sébastien, mais je dirais que ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas fait quelque chose sur l'État dans le métro. Il est hallucinant de voir à quel point les gens se font la gueule. J'exagère peut-être un peu. C'est normal, il y en a qui sont assis et d'autres debout. Bravo, Cécile. Non, mais j'ai des exemples, par exemple, c'est étonnant. Ouais, moi, je fonds devant les bébés dans le métro. Non, mais je n'ose plus le faire. Mais vous allez, vous allez dans le métro en Italie, vous allez dans le métro à New York, au Japon, c'est pareil. Les gens. Moi, je trouve pas ça signifiant ce que vous dites, Sébastien, parce que je vois pas les Français, je les vois tristes, moroses, etc. Mais je les vois déconneurs les soirs des matchs de 15 de France. Moi, j'adore ce pays. Mais c'est pas pareil. Oui, mais chez soi. Non, mais moi, mais en communauté à l'extérieur. Mais oui et non, parce que j'aime ce pays. Ce pays, c'est des Gaulois réfractaires. Mais ils sont généreux. Souriez, moi, je souris tout le temps. Mais arrêtez vos conneries. Moi, je n'arrête pas de me marrer du matin au soir. Donc moi, je suis le mauvais exemple. Honnêtement, je vois ce pays qui est capable de passer d'une émotion à l'autre. Moi, j'ai horreur de ce tableau que vous. Je ne vois pas ce tableau. C'est pas parce que vous allez. Vous prenez pas le métro, vous êtes sur votre moto. Mais si, je prends le métro. Et c'est pas parce que vous êtes dans le métro que vous voyez des gens qui font la gueule. Ce pays, il est capable de se réjouir. Oui, ce pays, il est paradoxal. Ce pays, c'est ce qui fait qu'il est génial. Ce pays. Le climat chronique
dans le métro, par exemple, mais on ne peut pas dire je ne pense pas que ça soit un baromètre. Je vais vous expliquer que le métro n'est pas un baromètre. Vous allez à Tokyo, et pourtant, c'est pas vrai. Vous allez à Tokyo, c'est pareil. Vous allez à New York le matin, c'est pareil. Mais c'est pas. Mais tous les êtres humains dans le métro sont pas contents d'y être. Enfin, je veux dire, à part des touristes qui vont visiter Versailles, soyez sérieux, les gars, quoi. Mais dis donc. Non, mais. Allez, non mais soyez sérieux, les gars. Le gaullisme, c'est le métro à 6h du soir. C'est André Malraux qui avait dit ça. D'ailleurs, soyons sérieux avec nos amis de la régie publicitaire. Mais vous. Restez avec nous dans un instant. Françoise de Gaulle, on parle de quoi avec vous? On va parler du piège international pour l'extrême droite et la France insoumise. À tout de suite. Merci d'être avec nous et de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois, Sébastien Ménard, j'allais dire agriculteur, mais pas du tout. Mais pourquoi agriculteur? Non. Apiculteur. Oui, dans apiculteur, il y a api. C'est ça. Voilà. Oui. Et on évoquait forcément les sujets des vraies voix dans le tour de table de l'actu des vraies voix. Et tout de suite, c'est vous, Françoise de Gois, avec cette NAS internationale pour LFI et Reconquête. Oui, je trouve, et puis pour Marine Le Pen, je trouve que la NAS et le piège se referment avec la réunion aujourd'hui à Moscou, puisque Vladimir Poutine a convié tous les petits amis. Les petits amis sont là. Quand je dis les petits amis, c'est bien sûr ironique. Vous avez le Hamas qui est là, vous avez l'Iran qui est là, sous l'égide de Vladimir Poutine. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, leur retour d'expérience peut-être, entre le 7 octobre pour le Hamas, entre femmes, vie, liberté écrasée avec la jeunesse assassinée pour l'Iran, et évidemment la guerre en Ukraine avec Poutine. Je dis ça pourquoi? Parce que, vous savez, il y a toujours des conséquences internationales. Quand vous êtes Marine Le Pen, vous avez essayé depuis la guerre d'Ukraine de vous détacher un peu du tropisme moscovite, mais que de toute façon, vous êtes dans ce tropisme-là, et notamment les gens qui vous sont proches, comme Thierry Mariani. Quand vous êtes Éric Zemmour, qui a dit il nous faut un Poutine, évidemment, il perd 5 ou 6 points quand la guerre éclate, mais son admiration de Poutine est pareil. Que ces deux mêmes personnes critiquent le Hamas, et que d'un seul coup, le Hamas s'allie objectivement et concrètement désormais avec Vladimir Poutine, c'est compliqué. Mais c'est également compliqué pour la France insoumise. Quand vous êtes incapable de dire que le Hamas est une organisation terroriste, que vous mettez d'une certaine manière depuis 10 jours un signe égal entre ce qui s'est passé le 7 octobre, entre le Hamas et l'armée israélienne. Quand vous faites ça à longueur de journée, en réalité, en expliquant en plus sur billet orbi que c'est vous qui avez raison et que tous les autres, on est tous des cons disqualifiés et racistes et fascistes, eh bien c'est un vrai problème aussi. Parce que ce Hamas qui rencontre l'Iran et qui rencontre Poutine, on voit bien la coalition qui se dessine. Je rajoute Erdogan et ses déclarations d'hier qui sont hallucinantes, qui sont d'une violence. On continue à garder, on continue à garder Erdogan dans l'OTAN. Eh bien, est-ce que vraiment la France insoumise et avec l'intelligence de Mélenchon peut continuer à expliquer que cette coalition-là qui est en train de se dessiner, eh bien, elle est mieux que les cacaboudins états-uniens, pour reprendre le langage pas chez les insoumis, mais à l'extrême gauche. Donc, je veux dire par là que la situation internationale aura dans les mois qui viennent, comment dirais-je, un impact réel sur le discours des politiques. Et c'est en cela que je dis que Zemmour, Le Pen et d'une certaine manière Jean-Luc Mélenchon sont piégés par leurs propres déclarations outrancières. Sébastien Ménard. Je suis complètement d'accord avec Françoise. En fait, ça disqualifie celles et ceux qui sont dans des espèces de surenchères ou des combinaisons politiques abracadabrantesques, comme disait Chirac, de celles et ceux qui essayent de faire de la politique, je dirais, dans la grande tradition française, comme on le décrit souvent avec Françoise. Alors c'est jamais évidemment très simple, c'est toujours plus facile d'être dans l'outrance, d'être dans la surenchère verbale et dans les combinaisons complètement délirantes, mais là évidemment ça les disqualifie tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Avec une grande limite, me semble-t-il, c'est que ça laisserait penser que la politique internationale est très lisible et pas du tout équivoque. Quand on regarde par exemple les étranges soutiens qui sont donnés à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, Israël, l'Iran, il y a des soutiens qui ne renvoient pas à une conception cohérente de la vie internationale. Mais je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Il y a des paradoxes dans la diplomatie. Donc, c'est même l'art de la diplomatie. Là, je vous parle d'une situation de crise mondiale. Et dans cette situation de crise mondiale, il y a évidemment une bipolarité qui est en train de s'installer. Et c'est tout à fait normal qu'elle s'installe. Et dans cette bipolarité, je pense que cette bipolarité
polarité, piège le plus grand parti d'opposition, c'est celui de Marine Le Pen. Éric Zemmour, je le mets dedans, bien sûr, parce que lui, il est dans l'idolâtrie de Poutine. Et piège aussi, pour le moment, la force centrale de gauche, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera, si les électeurs verront ça comme ça, mais en tout cas, c'est un fait. Vous restez avec nous dans quelques instants, le grand débat du jour. On va revenir sur cette information, parce qu'un des jeunes hommes mis en examen pour meurtre d'un riverain lors d'une fête à Bayonne, c'était en juillet dernier, avait été condamné à 7 ans de prison et bénéficiait d'une liberté conditionnelle depuis janvier 2023. On va en parler forcément avec notre expert du jour. Pierre-Marie Sève est avec nous, directeur de l'Institut pour la justice. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec cette question, est-ce que finalement cette remise de peine sur des faits si graves sont compréhensibles pour l'opinion ? Absolument pas, et les remises de peine, les réductions de peine doivent devenir l'exception et non la règle, comme c'est le cas aujourd'hui. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez participer au débat, vous êtes bien entendu chez vous et vous êtes les bienvenus. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Toute cette bonne petite clique, voilà, qu'on aime beaucoup. Au kiff. Au kiff. Oh, ben au kiff. Si vous voulez faire disjoncter Philippe David, voilà. Ben au kiff. Ne parlez pas rugby, allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et l'un des mis en cause pour le meurtre de Patrick Lanis lors des fêtes de Bayonne traîne un lourd passé judiciaire. Cet homme de 27 ans a été condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises de Paris en 2021 pour viol en réunion, vol aggravé et escroquerie. Et après un peu plus de 3 ans derrière les barreaux, il est sorti de prison en janvier dernier sous le régime de la libération conditionnelle après une période de semi-liberté. Et est-ce que pour vous, les aménagements de peine sont responsables d'une partie de la récidive ? Pourquoi le système judiciaire français organise des sorties aussi anticipées de personnes ayant fait des actes particulièrement grave? Est-ce que la justice française est trop laxiste? Parlons vrai, venez témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, faut-il supprimer les remises de peine? Vous dites oui à 83%. Et notre expert pour en parler, Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Philippe Bilger, forcément une question un peu provocatrice. Alors, je ne voudrais pas être trop long, Cécile, Philippe, là-dessus. Vous donnez la parole, il y a un commentaire très court, c'est non juste l'automatisation des remises de peine, que dit Jackie Bordage. Ah oui, non, moi ça fait longtemps, mais en pure perte, total désespoir de cause, que je considère que je ne vois pas la ligne directrice qui fait que on considère qu'une peine, notamment criminelle, ne doit pas, dans son principe, être intégralement exécutée. Et donc, à partir de là, il y a en permanence des aménagements. Et parce que ça résulte d'une idée que je trouve faussement humaniste, c'est-à-dire que, étrangement, lorsqu'un crime atroce est commis, il y a une sorte d'indignation générale pour le mépris, l'opprobre sur le criminel, mais dès que celui-ci est condamné, il ne devient plus criminel, mais il va devenir l'homme qui va souffrir en prison. Et à partir de là, au lieu de vouloir l'exécution intégrale de la peine, on décide d'avoir des aménagements. Mais je termine là-dessus. À la grande rigueur, j'admets tout à fait qu'on peut faire des grands partages en matière criminelle. Je séparerai radicalement les atteintes aux biens, même si je ne les félicite pas, entendons-nous, des agressions contre les personnes et des crimes sexuels. Là, évidemment, c'est un grand partage. On ne peut pas relâcher dans la nature avant l'heure des gens qui ont déjà tué, qui ont assassiné et qui sont à la fois victimes et coupables, comme dans la criminalité sexuelle. Françoise Degois. J'entends tout à fait ce que dit Philippe Bilger, il est très convaincant. J'ai l'impression que il faut là encore aller au cas par cas. On peut pas tirer de généralité de ce qui s'est passé à Bayonne. C'est un désastre, mais j'imagine quand même qu'il y a des criminels, même des crimes de sang. Je pense qu'il y a des criminels qui montrent aussi
pas une forme de rachat, mais l'idée quand même qu'on peut les laisser sortir. Ce ne sont pas tous les gens qui ont commis des crimes de sang, si vous voulez, qui sont des récidivistes. Sinon, évidemment que la justice aurait changé depuis longtemps. Moi, la question, comme toujours, que vous posez, elle est provocatrice, comme disait Cécile, mais la justice est être laxiste, je n'en peux plus, si vous voulez. C'est pas la question, c'est faut-il supprimer les remises de peine. Mais moi, je crois pas qu'il faille. Mais vous voyez, c'est de la dentelle, la justice. La justice, c'est de la dentelle. Alors, est-ce qu'elle est mal exécutée, la dentelle? Mais je crois quand même que globaliser et dire oui ou non, ça me paraît trop simpliste. Sébastien Ménard. Alors, je suis d'accord avec Françoise Degois. Moi, techniquement, je suis incapable de répondre. Je dis simplement qu'en tout cas, nous, ce drame nous a beaucoup touchés, puisque Bayonne, c'est une ville limitrophe de la mienne, où je suis élu. Et ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que remise de peine ou pas remise de peine, si quelque part le bénéfice du doute avait profité aux victimes ou aux potentielles victimes, ce monsieur qui rentrait chez lui, qui était chez lui et il urinait devant sa maison, sur sa maison. Il rentrait chez lui et il les a croisés, et c'est à ce moment-là qu'il a été agressé à mort. Il serait vivant. Le sujet, c'est ça. Il serait vivant. C'est-à-dire qu'on a un père de famille qui serait vivant. Voilà. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est mort. Ah, donc vous pouvez pas être d'accord avec moi, parce que moi je dis pas tout à fait ça. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que la justice c'est de la dentelle. C'est ni tout blanc ni tout noir. Je dis simplement que c'est l'argument que j'ajoute modestement à votre démonstration, c'est de dire que le bénéfice du doute doit profiter aux victimes et potentiellement aux futures victimes. En l'occurrence, là, la future victime, elle est morte. Pierre-Marie Sève. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je pense que, là, j'irais plutôt dans le sens de ce qu'a dit Philippe Bilger, la réduction de peine ou l'aménagement de peine, la réduction d'une peine de prison doit être une exception. Et je conçois tout à fait qu'il y ait beaucoup de criminels en nombre absolu qui se rachètent et qui ensuite ne poseront pas de problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la règle. Pratiquement toutes les peines de prison ne vont pas au bout. Pratiquement toutes. C'est quand même dingue. Mais j'ai une question à vous deux qui êtes les vrais spécialistes. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement une question de matériel, pour vider les prisons, et parce qu'on n'a plus de place? Est-ce que c'est pas ça, Philippe Bilger? Enfin, c'est un petit peu dangereux. Non, mais je pose une question. Je dis pas que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? En partie vrai, mais je crois plutôt que c'est une philosophie pénale qui est perverse, de mon point de vue. D'accord, pardon, Pierre. Qui est elle-même une philosophie pénale qui est elle-même à l'origine de notre surpopulation carcérale, parce que c'est par cette idéologie anti-prison que nous ne construisons pas assez de prisons. Il y a beaucoup de programmes de prison qui ont été lancés. Je pense à le programme Chalandon en 86, qui a été réduit de moitié suite à une levée de boucliers. C'était sous la cohabitation. Mitterrand était président à l'époque. Il avait pris lui-même position contre ce programme de construction de prison. Mais l'argument de la place ne peut pas tenir face à... Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça ne doit pas tenir. Ça ne doit pas tenir. Ça ne doit pas tenir. Mais est-ce que les choses peuvent changer? C'est quoi la pédagogie finalement de... Est-ce que les choses peuvent changer? Moi, j'entends souvent un argument, j'entends beaucoup les gens taper sur le magistrat qui a libéré cette personne-là. Mais j'aimerais quand même rappeler une chose. Dans le code pénal, il y a un article qui le dit. C'est la réforme Taubira en 2014, un article qui dit la prison doit être la peine de prison ferme sans sursis doit être le dernier recours. Donc ce ne sont pas que les magistrats. Non, mais ça veut dire que c'est juste quand même. Je suis pas sûr que ça soit juste. Honnêtement, on a tous les études en tête, et vous le savez très bien, puisque vous êtes quand même intellectuellement honnête, les études montrant que de toute façon, non mais c'est vrai, montrant toutes les études, c'est pas simplement des études menées par les gauchistes, montrent qu'en réalité la prison aggrave bien souvent les choses. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Alors, je peux vous donner un exemple. D'accord. Ok, moi. C'est un vrai sujet. Je pense pas que c'est une opinion gauchiste. Je pense que c'est sociologique. Il y a un bon exemple, il y a l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé, au début des années 2000, ils avaient un problème de surpopulation carcérale. Ils ont décidé de prendre le contre-pied de ce que fait la France actuellement. C'est-à-dire qu'en France, on va en prison au bout de beaucoup de comparutions devant la justice. D'accord. On fait effectivement la prison en dernier recours. Et aux Pays-Bas, ils se sont dit non. La prison va être le premier recours, mais plutôt que de les envoyer pour des longues durées, on va les envoyer pour une semaine. Oui, ça je connais bien le système. C'est le pays du Nord, bien sûr. Mais voilà. Et les Pays-Bas, ils ont eu des résultats extraordinaire. En l'espace de 10 ans, tous leurs crimes et délits ont diminué de 25%. Ils ont fermé 30 établissements pénitentiaires en moins de 10 ans. Et aujourd'hui, ils louent les prisons. C'est quoi le système? C'est de dire on goûte à ce que voudrait pas être. On met un stop immédiat. On met tout de suite un stop, une expérience désagréable qui est la prison. Sébastien Ménard veut réagir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut moins de laxisme.
Ça veut dire qu'il faut moins de laxisme. Non, c'est pas. Je pense pas que c'est un problème de laxisme. Je pense que c'est un problème de système, c'est un problème de pensée. C'est-à-dire que on considère que la prison c'est la pire des punitions, donc on ne l'inflige qu'en dernier recours. On ne l'inflige pas à contre-temps. C'est ça le problème dans notre système français. On l'inflige souvent trop tard. Alors que parfois il serait plus sain et plus efficace d'éditer 15 jours, même pour un mineur entre 16 et 18 ans ou un majeur de 20 ans, pendant 15 jours, un mois, et après on est tranquille. C'est souvent la justice ordonne de la prison beaucoup trop tard. La solution, ce serait quoi, pour ceux qui nous écoutent, de dire finalement c'est quoi? C'est une prise de décision du ministre? Ce que nous préconisons, c'est de supprimer toutes les possibilités d'aménagement de peine, à l'exception d'une, qui est la réduction supplémentaire de peine, qui est une réduction de peine qui se fait en fin d'année, qui peut aller jusqu'à... Actuellement, c'est 6 mois par an. Nous, on pense qu'il faut la baisser à 2 mois par an. Vous imaginez, 6 mois par an, c'est la moitié de la peine. Sachant qu'à la moitié de cette peine divisée par 2, on a la libération conditionnelle qui commence. Et en plus, il y a les cumuls de peines qui se font. Quand quelqu'un prend 5 ans, plus 3 ans, plus 2 ans, il fait pas 10 ans, il fait 5, parce que c'est la peine la plus lourde qui est prise en compte. Donc on pense qu'il faut tout réduire à 2 mois au maximum. De la globalisation, alors que vous êtes d'accord pour dire que c'est de la dentelle. Je comprends pas votre système. Non, on fait pas de la globalisation, on réduit le laxisme. De dire qu'on peut diviser toutes les peines en fin d'année, on les divise par 2, nous, ça nous semble beaucoup trop. Oui, vous êtes le premier à reconnaître que nous ne sommes pas capables de démontrer aujourd'hui que les gens qui ont eu des réductions de peine ont recommencé à commettre des crimes de sang. Donc, c'est pas parce qu'il y a un fait divers tragique à Bayonne qu'il faut changer l'ensemble. Moi, je trouve ça complètement dingue quand même. Je la ramène jamais, mais moi, je suis assez binaire. J'estime que quand quelqu'un a été jugé pour prendre 7 ans de prison, c'est qu'il estime que le fait dont il est l'auteur mérite 7 ans de prison. Mais les gens évoluent, Cécile. Mais la prison, c'est pas la vengeance. C'est 20 ans de prison, le viol en réunion. Il a été condamné à 7 ans, il encourait 20 ans. Il en a fait 3. Mais on prend ce cas on prend ce cas qui est terrible, mais vous pouvez pas passer, on peut pas changer une règle. Non, mais il y en a plein. Alors, il y en a plein. 4 prisons. Attendez, j'ai une autre statistique. 4 condamnés à de la prison ferme sur 10 ne mettent jamais les pieds en prison. Ils ont été condamnés à une peine de prison ferme sans sursis, ils n'y rentrent même pas. On ne parle pas de ça. S'il vous plaît, on parle de ça. Pour une fois, je vais donner quelque chose de personnel. Ma tante a été assassinée de 17 coups de couteau. Il a pris 8 ans, il est sorti au bout de 3 ans. Pardon de vous dire que... Est-ce qu'il a récidivé ? Ah mais je sais pas. Non mais je pose une vraie question. Mais bien sûr. Mais la justice n'est pas la vengeance. C'est pas une vengeance. C'est normal. Pour 17 coups de couteau, c'est pas cher payé. Non mais là je vous rejoins, Françoise. Il y a des meurtres et qui ne sont pas forcément source de récidive. Et il y a des meurtres qui sont purement ponctuels, atroces. 17 coups de couteau, les enfants. Qui décide C'est pas un coup de couteau, c'est 17 coups de couteau. Je vous pose, messieurs, une question, puisqu'on a affaire à deux spécialistes. Est-ce que la personne qui décide d'aménager des peines ou de libérer un condamné, est-ce que cette personne décide seule? Est-ce qu'il y a une commission? Parce qu'on parlait justement, on disait que la justice, c'est compliqué à comprendre. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Il y a une commission, il y a un avis, mais là en l'occurrence c'est le juge d'application des peines qui décide, qui est seul, qui a l'avis de plusieurs. Alors je sais plus qui est dans la commission. Il y a le procureur, il y a l'agent des services de probation d'insertion. Il y a pas mal de, il y a un avis consultatif, mais c'est le juge d'application des peines seul qui décide de ça. Merci beaucoup à Marie-Pierre, Marie-Sève. Ça fait longtemps. Vous aviez dit que vous étiez binaire, on vient d'apprendre qu'il l'était peut-être pas. J'apprends moi-même des choses. Directeur de l'Institut de la Justice. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Sébastien Ménard. Dans un instant, on vous parle automobile avec plein de choses à vous dire dans l'actu. Merci d'avoir été avec nous et on fait une petite pause, à tout de suite.